Il y a des vérités qui dérangent, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles déplacent le regard, parce qu'elles obligent à remettre en question tout ce que l'on croyait acquis, tout ce que l'on a appris à l'école, tout ce que les documentaires classiques ont répété pendant des décennies sans jamais vraiment s'arrêter sur ce qu'ils laissaient de côté. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est, là où tu es. Quand on prononce les mots « monde antique », l'imaginaire collectif se déclenche presque automatiquement, faisant surgir des images bien précises, presque mécaniques, des colonnes grecques blanchies par le soleil, des statues romaines au regard figé, des philosophes discutant sur des places publiques, des empereurs conquérants étendant leurs frontières sur des cartes que l'on a appris à reconnaître dès l'enfance. Et pourtant, dans cette immense fresque historique, un continent entier semble souvent relégué au second plan, mentionné brièvement, parfois réduit à une simple toile de fond exotique, rarement présenté comme un acteur central de l'histoire humaine. Ce continent, c'est l'Afrique. Et la question que peu de gens osent poser est la suivante. Comment un continent qui a vu naître l'humanité, qui a abrité certaines des plus anciennes civilisations connues, qui a contrôlé pendant des millénaires les routes commerciales les plus stratégiques du monde, a-t-il pu être progressivement effacé du récit dominant de l'Antiquité ? Car si l'on remonte le fil du temps sans préjugés, sans filtre moderne, sans hiérarchie artificielle imposée a posteriori, une réalité s'impose avec une force presque dérangeante. Pendant une très longue période de l'histoire humaine, l'Afrique n'était pas une périphérie du monde antique, elle en était le centre. Avant même qu'il ne soit question de royaume, d'empire ou de frontières, avant même que les mots Europe ou Asie n'aient un sens politique ou culturel, l'Afrique occupait une position absolument unique dans l'histoire humaine, une position fondatrice, structurante, déterminante, car tout commence là. L'humanité elle-même naît en Afrique, non pas comme une hypothèse idéologique ou une construction symbolique, mais comme un fait scientifique établi, confirmé par l'archéologie, la paléontologie et la génétique moderne, qui convergent toutes vers la même conclusion: les premiers êtres humains anatomiquement modernes ont émergé sur le sol africain avant de se disperser progressivement vers le reste du monde. Cela signifie une chose essentielle, souvent sous-estimée dans ses implications profondes. Toutes les sociétés humaines, toutes les civilisations antiques, toutes les cultures que l'on étudie aujourd'hui descendent d'une manière ou d'une autre de populations africaines. Autrement dit, l'Afrique n'est pas seulement un continent parmi d'autres dans l'histoire antique, elle en est le point de départ, le socle biologique, culturel et technologique. Et là où l'homme apparaît en premier, apparaissent aussi les premières formes d'organisation sociale, les premières tentatives de compréhension du monde, les premiers systèmes de croyances, les premiers réseaux d'échanges, les premières routes reliant des groupes humains entre eux. Contrairement à une image longtemps véhiculée d'une Afrique immobile, figée dans un éternel passé, le continent africain a toujours été traversé par des dynamiques de mouvement, de migration, d'innovation et de transformation. Des peuples se déplacent, s'installent, échangent, apprennent les uns des autres, adaptent leurs techniques, perfectionnent leurs outils, transmettent leur savoir et créent progressivement des sociétés de plus en plus complexes. C'est dans ce contexte que l'Afrique devient très tôt un espace de circulation majeur, un carrefour naturel, reliant différentes régions du monde bien avant que ces régions ne se pensent elles-mêmes comme des entités distinctes. Géographiquement, l'Afrique occupe une position stratégique exceptionnelle, située à la jonction de plusieurs espaces clés, reliant le bassin méditerranéen au sud du Sahara, connectant l'océan Indien à l'Atlantique, servant de pont entre le Proche-Orient, l'Europe naissante et les profondeurs du continent africain. Cette position fait de l'Afrique un centre de gravité naturel pour les échanges humains, commerciaux et culturels dès les premières grandes phases de l'Antiquité. Les routes ne sont pas encore pavées, les cartes ne sont pas encore dessinées avec précision, mais les réseaux existent bien et bien, faits de pistes, de fleuves, de côtes maritimes et de relais humains qui permettent la circulation des biens, des idées, des croyances et des technologies. Et parmi tous ces axes de circulation, un se distingue par son importance absolument fondamentale: le Nil. Le Nil n'est pas simplement un fleuve parmi d'autres, il est une colonne vertébrale civilisationnelle, un artère vitale qui relie l'Afrique intérieure au monde méditerranéen, un couloir de vie qui permet à des sociétés complexes de se développer sur des milliers de kilomètres. Pendant des millénaires, le Nil assure une continuité rare dans l'histoire humaine, reliant des peuples différents mais interdépendants, facilitant les échanges de matières premières, de produits agricoles, de savoir-faire techniques et de concepts religieux.
C'est le Nil qui permet l'émergence d'une des plus anciennes civilisations connues, une civilisation qui n'apparaît pas soudainement comme par magie, mais qui est le résultat d'un long processus africain, nourri par des influences venues du sud, de la Nubie, de l'Afrique orientale et des régions subsahariennes. Et c'est là que commence une autre grande omission du récit classique, l'idée que certaines civilisations antiques auraient été isolées, quasiment coupées de leur environnement africain, alors qu'en réalité elles faisaient partie intégrante d'un réseau continental beaucoup plus vaste. Au sud de l'Égypte, par exemple, se développent très tôt des royaumes puissants, structurés, technologiquement avancés, capables de rivaliser politiquement, économiquement et militairement avec leurs voisins du nord. La Nubie, le royaume de Kouch, puis la cité de Méro, ne sont pas des sociétés marginales ou secondaires, mais des acteurs centraux du monde antique africain, contrôlant des ressources stratégiques comme l'or, le fer, l'ivoire et l'encens, et jouant un rôle clé dans les échanges entre l'Afrique intérieure et le monde méditerranéen. Pendant certaines périodes, ces royaumes dominent même politiquement l'Égypte, renversant complètement la vision d'un rapport à sens unique entre le nord et le sud. Mais au-delà des royaumes et des dynasties, ce qui fait réellement l'Afrique le centre du monde antique, c'est sa capacité à connecter des espaces qui, sans elle, n'auraient été relativement séparés. Par le Sahara, souvent perçu aujourd'hui comme une barrière infranchissable, circulaient autrefois des caravanes reliant l'Afrique subsaharienne au nord du continent, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des techniques et des traditions. Par la mer Rouge et l'océan Indien, les ports africains étaient intégrés à des réseaux maritimes reliant l'Afrique à la péninsule arabique, à l'Inde et même à l'Asie de l'Ouest B, bien avant l'époque moderne. L'Afrique n'était donc pas un monde fermé sur lui-même, mais un nœud central dans un système global avant l'heure, un espace où se croisaient des influences multiples, où se forgeaient des synthèses culturelles complexes, où l'histoire avançait à un rythme que beaucoup de récits simplifiés ont choisi d'ignorer. Et pourtant, avec le temps, ce rôle central va progressivement être minimisé, déplacé, réinterprété, jusqu'à ce que l'Afrique ne soit plus présentée non plus comme un centre, mais comme une marge. La question n'est donc pas seulement de savoir si l'Afrique était importante dans le monde antique, mais de comprendre comment et pourquoi cette centralité a été effacée du récit dominant et ce que cela change dans notre compréhension de l'histoire humaine. Dans la prochaine partie, nous allons plonger davantage encore, en explorant comment les grandes civilisations antiques du bassin méditerranéen, du Proche-Orient et même d'Asie ont puisé directement dans les savoirs africains, souvent sans le reconnaître, et comment cette transmission silencieuse a chapeauté le monde que nous connaissons aujourd'hui. Car ce que vous venez d'entendre n'est que le début. Si l'on veut réellement comprendre pourquoi l'Afrique était le centre du monde antique, il faut cesser ne serait-ce qu'un instant de penser l'histoire uniquement en termes de batailles, de conquêtes militaires ou de grandes figures politiques, et commencer à l'observer à travers un prisme souvent plus discret mais infiniment plus déterminant, celui de l'économie, du commerce et du contrôle des ressources vitales. Car dans l'Antiquité, comme aujourd'hui, le pouvoir ne réside pas uniquement dans la force des armées ou la grandeur des monuments, mais dans la capacité à produire, à échanger, à connecter et surtout à contrôler les flux de richesses qui font fonctionner les sociétés. Et sur ce terrain précis, l'Afrique occupait une position absolument centrale. Pendant des millénaires, les civilisations du monde antique ont dépendu de ressources africaines essentielles, à tel point que sans l'Afrique, nombre de sociétés que l'on considère aujourd'hui comme fondatrices de la civilisation mondiale n'auraient tout simplement pas pu exister sous la forme que nous leur connaissons. L'or d'abord. L'or africain n'était pas un simple luxe, un ornement réservé aux élites ou aux temples. Il était la base même des économies antiques, le socle sur lequel reposaient les systèmes monétaires, les échanges diplomatiques, les tribus, les alliances et parfois même la stabilité politique de vastes régions du monde. Des régions entières de l'Afrique, notamment en Nubie, en Afrique de l'Ouest et dans les zones sahéliennes, étaient connues depuis l'Antiquité pour leurs gisements d'or d'une richesse exceptionnelle, exploités bien avant l'arrivée des puissances d'extérieur, selon des techniques maîtrisées localement et transmises de génération en génération. Cet or ne restait pas sur place, il circulait. Il remontait vers le nord, traversait le désert, alimentait les marchés méditerranéens, entrait dans les trésors des royaumes, finançait les guerres, les constructions monumentales, les administrations et les ambitions impériales. Quand Rome frappe sa monnaie, quand les cités grecques développent leurs systèmes économiques, quand les royaumes du Proche-Orient consolident leur pouvoir, une partie significative de cette richesse trouve son origine bien plus au sud que ce que les récits classiques laissent entendre. Mais l'or n'était qu'une pièce du puzzle. Il y avait aussi le sel.
Aujourd'hui, le sel nous paraît banal, presque insignifiant, mais dans l'Antiquité, il était une ressource stratégique, indispensable à la conservation des aliments, à la survie des populations, au fonctionnement des armées et à l'organisation des sociétés sédentaires. Et là encore, l'Afrique jouait un rôle clé. Les vastes zones désertiques, loin d'être des espaces vides ou inutiles, abritaient certaines des plus importantes sources de sel du monde antique, exploitées et intégrées à des réseaux commerciaux sophistiqués, reliant l'Afrique subsaharienne au nord du continent et au-delà. C'est ainsi que se développent, bien avant l'époque médiévale, de véritables routes transsahariennes, parcourues par des caravanes organisées, capables de traverser des milliers de kilomètres dans les conditions extrêmes, transportant du sel vers le sud et de l'or vers le nord, mais aussi des textiles, des outils, des épices, des idées et des croyances. Ces routes n'étaient pas improvisées, elles reposaient sur une connaissance fine du territoire, des saisons, des points d'eau, des alliances entre peuples, et sur une logistique impressionnante qui témoigne d'un haut niveau d'organisation sociale et économique. Le Sahara, que l'on imagine souvent comme une barrière infranchissable, était en réalité une immense zone de transit, un espace de circulation maîtrisé par des sociétés africaines qui en connaissaient les codes, les dangers et les opportunités. Mais le commerce africain ne se limitait pas aux routes terrestres. Au contraire, l'un des aspects les plus fascinants et pourtant les plus méconnus de l'Afrique antique réside dans sa maîtrise précoce des échanges maritimes. Le long des côtes de la mer Rouge et de l'océan Indien, des ports africains jouaient un rôle central dans les réseaux commerciaux reliant l'Afrique à la péninsule arabique, à l'Inde et même à des régions plus lointaines encore. Des marchandises africaines comme l'ivoire, l'encens, l'ébène, les peaux d'animaux, les pierres précieuses et des produits agricoles rares étaient échangés contre des spacines, des textiles, des métaux travaillés et des objets de luxe venus d'Asie. Ces échanges ne se faisaient pas de manière passive ou marginale, ils étaient structurés, réguliers, intégrés à des systèmes économiques complexes et impliquaient des négociations, des accords, des intermédiaires et des savoirs nautiques avancés. L'Afrique n'était pas simplement un fournisseur de matières premières, elle était un acteur à part entière de ces réseaux, capable d'influencer les flux, de fixer des conditions et de tirer profit de sa position stratégique. Et au cœur de tout cela, encore une fois, se trouvait le Nil. Le Nil n'était pas seulement un fleuve nourricier, il était un axe commercial majeur, permettant de transporter des marchandises lourdes sur de longues distances à moindre coût, reliant l'Afrique intérieure au monde méditerranéen avec une efficacité remarquable. Des régions entières de ce bassin étaient alimentées par les grandes exportations égyptiennes africaines de céréales, créant à d'étonnants fleurs le centre de l'économie méditerranéenne. Cette capacité à produire des surplus agricoles massifs donne à l'Afrique un avantage décisif, celui de soutenir des populations denses, des villes importantes, des classes spécialisées d'artisans, de savants, de commerçants et d'administrateurs. Car une civilisation ne peut se développer durable sans surplus, sans excédent, sans une base économique solide. Et cette base, pendant des siècles, se trouvait en grande partie en Afrique. Ce qui est frappant quand on examine ces réseaux dans leur ensemble, c'est à quel point de nombreuses régions du monde antique dépendaient directement ou indirectement de l'Afrique, sans toujours en avoir pleinement conscience ou sans que cette dépendance ne soit clairement reconnue dans les récits ultérieurs. L'Europe antique, par exemple, était loin d'être autosuffisante. Ses économies, encore fragiles à bien des égards, reposaient sur des importations vitales, qu'il s'agisse de métaux précieux, de produits agricoles ou de matières premières nécessaires à l'artisanat et à la guerre. De même, le Proche-Orient, pourtant souvent présenté comme un centre autonome de civilisation, était profondément intégré à des circuits commerciaux africains, dont il tirait des ressources essentielles à son développement. Ce qui fait la force de l'Afrique antique, ce n'est donc pas seulement la richesse de ses sols ou la diversité de ses productions, mais sa capacité à articuler ses ressources dans des réseaux d'échange à grande échelle, à jouer le rôle de pivot entre différents mondes, à relier des espaces que tous semblaient séparer. Et pourtant, malgré cette centralité évidente, malgré cette importance économique majeure, l'Afrique va progressivement être reléguée à l'arrière-plan du récit historique dominant. Non pas parce que son rôle aurait soudainement disparu, mais parce que le regard porté sur l'histoire va changer, parce que certaines régions seront mises en avant au détriment d'autres, parce que certaines régions seront réduites à de simples fournisseurs silencieux. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre une autre dimension essentielle de cette centralité africaine, une dimension encore plus profonde, encore plus dérangeante pour les récits classiques, le rôle de l'Afrique comme centre du savoir, de la science et de la pensée dans le monde antique, car l'Afrique ne s'est pas contentée d'alimenter le monde en richesse matérielle, elle a aussi nourri ses idées.
Et c'est précisément ce que nous allons explorer pour la prochaine partie. Si l'on réduit la centralité de l'Afrique antique à ses ressources naturelles ou à son rôle commercial, on passe à côté de l'essentiel. Car ce qui fait réellement d'un espace le cœur d'un monde, ce n'est pas seulement ce qu'il produit ou ce qu'il échange, mais ce qu'il pense, ce qu'il comprend, ce qu'il transmet, et la manière dont ses idées façonnent durablement les sociétés qui l'entourent. Or, pendant une très longue période de l'Antiquité, l'Afrique a été l'un des principaux foyers mondiaux de savoir, de science, de technique et de réflexion sur le monde, bien avant que ces domaines ne soient associés presque exclusivement à d'autres régions. Ce qui frappe, lorsqu'on étudie sérieusement l'histoire intellectuelle antique, c'est que de nombreuses connaissances que l'on attribue aujourd'hui à la Grèce ou au Proche-Orient trouvent en réalité leurs racines bien plus au sud, dans des traditions africaines anciennes, patiemment construites, observées, expérimentées et transmises sur plusieurs millénaires. Prenons un instant pour réfléchir à ce que signifie réellement le mot « science » dans l'Antiquité. Il ne s'agit pas encore de laboratoires modernes ou de méthodes expérimentales strictement codifiées, mais d'une accumulation de savoirs pratiques et théoriques fondés sur l'observation attentive de la nature, sur la répétition, sur la transmission orale et écrite, et sur une volonté constante de comprendre les rythmes du monde afin de mieux y vivre. Dans ce cadre, l'Afrique occupe une place absolument centrale. La maîtrise de l'agriculture, par exemple, repose sur une compréhension fine des cycles naturels, des saisons, des sols, des plantes et de l'eau, et cette maîtrise atteint en Afrique antique un niveau de sophistication remarquable. Dans la vallée du Nil, les sociétés développent très tôt des systèmes complexes de gestion de l'eau, fondés sur l'observation précise des crues, sur la mesure des niveaux du fleuve, sur l'anticipation des périodes de semailles et de récolte, et sur une organisation collective capable de mobiliser une main-d'œuvre importante sur de longues périodes. Cette capacité à prévoir, à mesurer, à planifier, implique une connaissance mathématique et géométrique avancée, bien loin de l'image simplifiée d'un savoir empirique rudimentaire. La géométrie, souvent associée à la Grèce antique dans l'imaginaire populaire, trouve en réalité une grande partie de ses origines dans des pratiques africaines bien plus anciennes, liées à la nécessité de redéfinir les limites des champs après chaque crue du Nil, de construire des édifices monumentaux avec une précision extrême et d'organiser l'espace de manière rationnelle et durable. Les mathématiques africaines antiques ne se limitaient pas à des calculs utilitaires, elles intégraient des réflexions abstraites sur les proportions, les formes, les nombres et les relations spatiales, qui seront plus tard reprises, reformulées et systématisées par d'autres traditions intellectuelles. Il en va de même pour l'astronomie. Dans de nombreuses sociétés africaines antiques, l'observation du ciel occupait une place centrale, non seulement pour des raisons religieuses ou symboliques, mais aussi pour des raisons pratiques liées à l'agriculture, à la navigation et à l'organisation du temps. Les mouvements des étoiles, du Soleil et de la Lune étaient étudiés avec une précision remarquable, donnant naissance à des calendriers complexes capables de prédire les saisons, les crues, les éclipses et les cycles climatiques. Cette connaissance du ciel n'était pas séparée du reste du savoir. Elle faisait partie d'une vision du monde intégrée, où la terre, le ciel, les êtres humains et les forces invisibles étaient pensés comme un ensemble cohérent et régi par des lois que l'on pouvait observer, comprendre et transmettre. La médecine, elle aussi, constitue un domaine dans lequel l'Afrique antique a joué un rôle fondamental, souvent sous-estimé ou réduit à des pratiques magiques dans les récits simplifiés. En réalité, de nombreuses sociétés africaines développaient des connaissances médicales avancées, fondées sur l'observation du corps humain, sur l'étude des plantes médicinales, sur des techniques chirurgicales rudimentaires mais efficaces et sur une approche globale de la santé, intégrant le corps, l'esprit et l'environnement. Des textes anciens attestent de diagnostics précis, de traitements différenciés selon les symptômes et d'une pharmacopée riche exploitant les ressources végétales du continent avec une expertise remarquable. Là encore, ces savoirs ne sont pas restés isolés ou sans influence sur le reste du monde. Au contraire, ils ont joué un rôle déterminant dans la formation des traditions intellectuelles ultérieures, notamment dans le bassin méditerranéen. De nombreux penseurs antiques, souvent présentés comme des figures fondatrices de la pensée occidentale, ont voyagé, étudié ou été formés dans des centres de savoir africains, où ils ont découvert des connaissances anciennes qu'ils ont ensuite réinterprétées, reformulées et intégrées dans leur propre système de pensée. Ce processus de transmission n'était pas nécessairement conscient ou explicitement reconnu, mais il n'en était pas moins réel. Les idées voyagent rarement avec des étiquettes précisant leur origine exacte, surtout dans des contextes où les échanges culturels sont constants et multidirectionnels.
Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'Afrique antique a fourni une base intellectuelle solide sur laquelle d'autres civilisations ont pu s'appuyer pour développer leurs propres traditions scientifiques, philosophiques et spirituelles. Mais cette centralité du savoir africain va progressivement s'occulter, diluée dans des récits qui privilégient certaines régions au détriment d'autres et qui présentent les connaissances comme des inventions soudaines, plutôt que le fruit de longues chaînes de transmission. Cette invisibilisation n'est pas le résultat d'un simple oubli, mais d'un processus plus complexe, lié à des rapports de pouvoir, à des reconstructions historiques et à des choix idéologiques faits bien après l'Antiquité elle-même. Avant d'arriver à cette phase de réécriture, il est essentiel d'explorer une autre dimension encore de l'Afrique antique, une dimension qui bouleverse définitivement l'idée d'un continent passif ou dominé. Son rôle comme puissance politique et militaire, capable d'imposer son influence sur de vastes territoires et de rivaliser avec les plus grands empires de son temps. Car l'Afrique ne s'est pas contentée de penser le monde, elle l'a aussi gouverné. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Il existe une idée profondément ancrée dans l'imaginaire collectif selon laquelle les grandes puissances politiques et militaires de l'Antiquité auraient presque exclusivement émergé hors d'Afrique, comme si le continent avait été spectateur de l'histoire plutôt qu'acteur, comme si le pouvoir, la domination territoriale et la capacité à imposer un ordre politique durable avaient été l'apanage d'autres régions du monde. Et pourtant, cette idée ne résiste pas à l'examen attentif des faits. Car si l'on observe le monde antique sans œillères, sans hiérarchie héritée de récits ultérieurs, une réalité s'impose avec une clarté presque dérangeante. Pendant des siècles, l'Afrique a abrité des États puissants, centralisés, capables de lever des armées, de contrôler des territoires immenses, de mener des campagnes militaires décisives et d'influencer durablement l'équilibre politique régional et international. Le pouvoir politique en Afrique antique n'était ni diffus ni improvisé. Il reposait sur des structures complexes, sur des systèmes administratifs élaborés, sur une légitimité souvent fondée à la fois sur la tradition, la religion et la maîtrise des ressources, et sur une capacité réelle à faire respecter l'autorité centrale sur de vastes espaces. Contrairement à une vision simplifiée qui associe l'État antique uniquement à des modèles méditerranéens, les sociétés africaines ont développé très tôt des formes de gouvernance sophistiquées, adaptées à leurs environnements, à leur dynamique sociale et à leurs réalités économiques. Dans la vallée du Nil et au-delà, le pouvoir ne se limitait pas à une figure isolée, il s'inscrivait dans un système où l'autorité politique était liée à l'ordre cosmique, à la stabilité du monde et à la prospérité collective. Gouverner ne signifiait pas seulement commander, mais maintenir l'équilibre, assurer la justice, garantir l'abondance et préserver l'harmonie entre les forces visibles et invisibles. Cette conception du pouvoir conférait aux dirigeants africains une légitimité profonde, enracinée dans les traditions anciennes, ce qui leur permettait de mobiliser durablement leur population et de construire des États remarquablement stables sur le long terme. Mais cette stabilité n'excluait ni la guerre ni l'expansion. Au contraire, l'Afrique antique a été le théâtre de conflits majeurs, de conquêtes territoriales, de rivalités dynastiques et de luttes pour le contrôle des routes commerciales et des ressources stratégiques. Des armées africaines bien organisées, disciplinées et souvent technologiquement avancées pour leur époque ont affronté et parfois vaincu des puissances extérieures, y compris celles que l'on présente aujourd'hui comme dominantes dans le récit classique de l'Antiquité. Ces armées n'étaient pas des simples rassemblements improvisés, mais des forces structurées dotées de hiérarchies claires, de stratégies élaborées et d'une connaissance approfondie du terrain. La maîtrise du métal, notamment du fer, a joué un rôle crucial dans cette puissance militaire. Dans plusieurs régions d'Afrique, la métallurgie du fer apparaît très tôt, permettant la fabrication d'armes solides, d'outils efficaces et d'équipements capables de transformer profondément les équilibres militaires régionaux. Cette avance technologique donne à certains royaumes africains un avantage décisif, leur permettant de s'imposer sur leurs voisins et de contrôler des zones stratégiques sur de longues périodes. Mais la puissance politique africaine ne se limitait pas à la force brute, elle reposait aussi sur une diplomatie active, sur des alliances, sur des réseaux d'influence qui s'étendaient bien au-delà des frontières du continent. Des souverains africains entretenaient des relations avec des puissances méditerranéennes et proche-orientales, échangeant des ambassades, négociant des traités, concluant des accords commerciaux et militaires qui témoignent d'une reconnaissance mutuelle et d'un respect certain. Dans ces échanges, l'Afrique n'apparaît pas comme une entité subordonnée, mais comme un partenaire incontournable, dont la coopération était souvent essentielle à la stabilité régionale et internationale.
il faut également souligner un point fondamental. À plusieurs reprises, dans l'histoire antique, ce sont des puissances africaines qui dominent politiquement des régions que l'on associe aujourd'hui à d'autres centres de pouvoir. Des dynasties du Sud prennent le contrôle de territoires nord-itriano, imposant leurs dirigeants, leurs traditions et leur vision du monde, inversant ainsi complètement le schéma habituel d'une domination supposée à sens unique. Ces périodes de domination africaine sont rarement mises en avant dans les récits simplifiés, mais elles sont pourtant bien documentées et témoignent d'un rapport de force beaucoup plus équilibré, voire inversé que ce que l'on imagine généralement. Au-delà des royaumes bien connus, l'Afrique antique abrita d'une multitude de formations politiques allant de cités-États prospères à de vastes empires régionaux, chacun avec ses propres structures, ses propres lois et ses propres stratégies de gouvernance. Cette diversité politique est souvent mal comprise car il ne correspond pas toujours aux modèles européens ultérieurs utilisés comme référence, mais il n'en est pas moins complexe, efficace et profondément enraciné dans les réalités locales. Ce qui unit toutes ces formations, c'est leur capacité à s'inscrire dans des réseaux plus larges, à comprendre les enjeux géopolitiques de leur temps et à agir en conséquence pour protéger leurs intérêts et affirmer leur puissance. L'Afrique antique n'était pas donc un ensemble de sociétés isolées, incapables de se projeter au-delà de l'environnement immédiat. Elle était pleinement intégrée aux dynamiques du monde antique, consciente de sa position stratégique et capable de l'exploiter politiquement et militairement. Mais alors, si l'Afrique était si puissante, si centrale, si influente, comment expliquer qu'elle ait progressivement disparu du récit dominant de l'histoire antique? Comment expliquer que les empires capables de rivaliser avec les plus grandes puissances de leur époque soient d'aujourd'hui relégués à des notes de bas de page quand ils ne sont tout simplement ignorés? La réponse à cette question ne se trouve pas dans l'Antiquité elle-même, mais dans ce qui vient après, dans la manière dont l'histoire a été écrite, transmise, sélectionnée et parfois volontairement déformée. Car l'effacement de l'Afrique du récit antique n'est pas le fruit d'un hasard. Il est le résultat d'un processus long, complexe et profondément politique. Et c'est précisément ce processus que nous allons décortiquer dans la dernière partie, car comprendre pourquoi l'Afrique était le centre du monde antique en est une autre. Comprendre pourquoi on nous a appris à l'oublier en est une autre bien dérangeante. Arrivé à ce point du récit, une question s'impose presque malgré elle. Une question inconfortable, persistante, qui refuse de disparaître tant qu'on n'y répond pas franchement. Si l'Afrique était réellement aussi centrale dans le monde antique, si elle a été le berceau de l'humanité, un carrefour économique majeur, un foyer de savoirs avancés et une puissance politique capable d'influencer l'équilibre du monde, comment expliquer que cette réalité ait été si profondément marginalisée, voire effacée, dans la manière dont l'histoire nous est racontée aujourd'hui? Car il ne s'agit pas d'un simple oubli innocent, ni d'un détail perdu dans les méandres du temps. Ce que nous avons exploré tout au long de cette vidéo n'a rien d'anecdotique. Il s'agit de fondations. Et quand les fondations d'un récit sont modifiées, ce n'est jamais sans conséquence. Pour comprendre cet effacement, il faut accepter une vérité essentielle. L'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé, elle est aussi ce que l'on choisit de raconter, ce que l'on choisit de transmettre, et surtout ce que l'on choisit de taire. L'histoire est écrite par des sociétés situées dans des contextes précis, avec leurs propres intérêts, leurs propres peurs, leurs propres besoins de légitimation. Lorsque l'équilibre du monde antique commence à se transformer, lorsque certains centres de pouvoir déclinent pendant que d'autres émergent, le regard porté sur le passé change lui aussi. À mesure que l'Europe prend progressivement une place dominante dans l'ordre mondial, bien après l'Antiquité, elle développe un récit historique qui la place au cœur de la trajectoire humaine, non pas comme une région parmi d'autres ayant hérité de savoirs multiples, mais comme l'aboutissement naturel et presque exclusif de la civilisation. Dans ce récit, tout ce qui ne s'intègre pas facilement à cette continuité est minimisé, déplacé ou redéfini. L'Afrique, avec son ancienneté, son autonomie intellectuelle et sa centralité passée, devient alors un problème narratif. Reconnaître pleinement son rôle impliquerait de reconnaître que les fondations du monde moderne ne sont pas uniquement européennes, que les savoirs, les techniques et les structures politiques ont circulé dans plusieurs directions, que l'histoire humaine est bien plus polycentrique qu'on ne l'a longtemps admis. Il devient alors plus simple de présenter l'Afrique comme un espace figé en attente d'influences extérieures, plutôt que comme un acteur dynamique de sa propre histoire. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'étend sur des siècles, à travers la sélection des sources, la traduction des textes, la mise en valeur de certaines périodes au détriment d'autres, et parfois la destruction pure et simple de traditions orales ou écrites jugées secondaires. Peu à peu, l'Afrique disparaît du centre du cadre, non pas parce qu'elle n'y était pas, mais parce que le cadre lui-même a été déplacé.
Ce qui rend cet effacement particulièrement puissant, c'est qu'il finit par sembler naturel. Quand une histoire est répétée suffisamment longtemps, quand elle est enseignée dès l'enfance, quand elle est reproduite dans les manuels, des films, les musées et les discours officiels, elle cesse d'être perçue comme une version parmi d'autres et devient, dans l'esprit collectif, la vérité elle-même. Et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile, encore aujourd'hui, d'imaginer l'Afrique comme le centre du monde antique. Non pas parce que les preuves manquent, mais parce que notre regard a été formé dans un cadre qui ne lui permettait pas de les voir. Mais remettre cette centralité africaine à sa place ne consiste pas à inverser une hiérarchie pour en imposer une autre. Il ne s'agit pas de remplacer un centre par un autre, ni de nier l'importance d'autres régions du monde antique. Il s'agit de comprendre que l'histoire humaine est un tissu complexe de relations, d'échanges et d'influences croisées, et que pendant une très longue période, l'Afrique a occupé une position nodale dans ce tissu. Ce changement de perspective a des implications profondes. Il transforme notre compréhension du passé, mais il influence aussi la manière dont nous percevons le présent. Car les récits historiques ne sont jamais neutres. Ils façonnent les identités, les rapports de pouvoir, les représentations collectives et même les expectatives que l'on projette sur l'avenir. Reconnaître que l'Afrique a été un centre du monde antique, c'est reconnaître qu'elle n'ait jamais été en dehors de l'histoire, qu'elle n'ait jamais été un simple décor passif, mais qu'elle a contribué de manière active, créative et déterminante à la construction du monde. C'est aussi remettre en question l'idée selon laquelle le progrès suivrait une trajectoire linéaire, partant d'un point unique pour se diffuser vers le reste du monde. L'histoire n'avance pas en ligne droite, elle avance par cycle, par échange, par déplacement de centre, par dialogue constant entre sociétés. Et l'Afrique a été un de ces centres longtemps, profondément, durablement. Peut-être que la question la plus importante n'est donc pas de savoir pourquoi l'Afrique était le centre du monde antique, car les faits parlent d'eux-mêmes. La vraie question est plutôt la suivante. Que change-t-il aujourd'hui de le reconnaître enfin ? Cela change notre rapport au passé. Cela change notre compréhension du présent et cela ouvre la possibilité d'un futur dans lequel l'histoire ne serait plus racontée à partir d'un seul point de vue, mais à partir de la complexité réelle du monde humain. Car tant que certaines parties de l'histoire restent invisibles, c'est notre vision entière du monde qui reste incomplète. Et peut-être que le véritable centre du monde n'est pas un lieu fixe sur une carte, mais la capacité à regarder l'histoire dans toute sa profondeur sans détourner les yeux de ce qu'elle révèle vraiment. Silencieusement, durablement, inévitablement.